merveilleuse. Aujourd'hui, on va commencer avec un autre hôte exceptionnel. Il est italien. Monsieur le professeur Francesco Di Pierro, un biologue, pharmacologue, immunologue. Il s'occupe des maladies bactériennes et phytothérapie. Il est un professionnel exceptionnel. Je l'ai invité, malgré qu'il est très occupé. Il était aux États-Unis il y a quelques jours. De mon point de vue, il y a beaucoup de personnes qui sont ici pour lui. Il va nous parler de la thérapie bactérienne, ce qui les rend difficiles par rapport aux autres. Il va nous dire quelque chose d'inédit. Alors, professeur Di Pierro, je vous donne la parole. Et écoutez-le bien. Il parle très vite parce qu'il sait beaucoup de choses. Alors, aide-nous à bien comprendre. Vous m'entendez? Alors, je remercie le docteur Di Modugno pour ces mots gentils. Le sujet d'aujourd'hui est la thérapie bactérienne, qui a comme objectif l'utilisation des bactéries comme un instrument de thérapie. Vous penseriez que ce n'est pas une chose très innovative. Je sors, je trouve en pharmacie, je peux trouver des probiotiques. C'est quelque chose que je connais, mais ce n'est pas comme ça. On peut penser à utiliser les bactéries en exploitant les capacités destructives les uns entre les autres, parmi les autres. Vivre dans l'intestin d'une personne en état en bactérie ou vivre... Est-ce que vous pouvez voir la diapo? Ou vivre dans la bouche ou dans la vagine, c'est pas facile parce qu'il y a des milliards de bactéries. Les bactéries ne sont pas assis. Ils ne dorment pas. Ils sont très actifs. Ils sont comme des individus dans la forêt qui vivent, qui doivent se défendre des animaux féroces. Ils vivent pas sur un plâtre de culture microbiologique. C'est pas une vie facile. Dans la vie quotidienne, la vie du bactérie est très dure. Ils doivent se défendre. Alors, parmi eux, il y a des bactéries très agressives. Il y a des bactéries agressives qui ne sont pas dangereuses pour l'hôte qui le contient. Donc, je peux avoir des bactéries agressives en termes généraux qui ne donnent pas de pathologies à moi, je les autres qui sont à moi. Alors, l'idée, c'est de le classifier. Ils sont dangereux pour d'autres bactéries. Permettez-moi une métaphore. Moi, je suis dangereuse pour les Portugais. Et imaginons que le portugais devienne un problème. Il serait utile d'avoir quelqu'un comme moi qui, moi, je fais pas de dommages là où j'habite, mais je suis dangereux au portugais. On peut penser de faire de la prophylaxie. Lorsque les Portugais sont dangereux, on utilise les antibiotiques pour les éliminer. Donc, dans cette situation, on pourrait augmenter la présence de ceux comme moi et nous défendre des Portugais. C'est là et la thérapie bactérienne que l'on utilise. Les bactéries donc tuent à travers des poisons qui appartient comme comportement à la classe des antibiotiques et tout le monde sait ce que les antibiotiques sont, mais ce que ces bactéries pas dangereuses qui luttent contre 2 ou 3 mauvais utilisent une classe moléculaire qu'on n'a jamais développée de façon correcte, c'est-à-dire la classe des bactériocines, c'est-à-dire molécules que la microbiologie connaît des années 30, mais elle n'a jamais utilisé parce qu'elles sont à spectre étroit.
Un antibiotique, au contraire, est plus fort parce qu'il stérilise. Il stérilise n'importe quelle bactérie. On sait que cet aspect, c'est pas juste. Alors, il est utile de connaître des armes qui peuvent agir contre une espèce de bactérie. Et donc, c'est le sujet le thème de la journée. On va distinguer ce que signifie en termes de médecine utiliser les antibiotiques et les bactériocides. Commençons par cette image qui met en évidence un travaux de l'un des journaux les plus importants du monde, c'est-à-dire Nature. Il y a quelques mois, le magasin a publié ce travail, quelque chose de très similaire à ce que je vous dis, en partant de la considération que sujets hospitalisés qui ont dans propre nez le Staphylococcus aureus, c'est-à-dire quelque chose de pas particulièrement pathogène, pas particulièrement antibiotique résistante aux antibiotiques, mais si le Staphylococcus aureus est pathogène, potentiellement pathogène et résistant aux antibiotiques, risque à créer une pathologie qui va tuer les sujets hospitalisés, ou moi que je suis hospitalisée pour quelque chose de pas grave. Mais cela montre pour la première fois quelque chose de différent. On a vu que certains patients n'avaient pas de Staphylococcus aureus, mais ils avaient un Staphylococcus différent, c'est-à-dire Lugdunensis. Ce n'est pas un agent pathogène, il ne crée pas de maladies, mais ces sujets spécialisés qui avaient ce type de streptococcus dans les narines n'avaient jamais de Staphylococcus aureus. Il y avait un ou l'autre, et c'est là parce que si l'on prend le Staphylococcus lugdunensis et on le pose dans la même plaque de culture où l'on étude les Staphylococcus aureus qui résistent aux antibiotiques, les lugdunensis croient et résistent dans cette zone-là où il n'y a pas, c'est une zone de mort, c'est-à-dire la zone du Staphylococcus aureus, l'un des dorés, l'un des plus pathogènes que la communauté scientifique craint beaucoup. Alors, on a seulement pris ces pathogènes, le lugdunensis. Le Staphylococcus doré est mort. Pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas de médicaments pour créer cette phase-là. Parce que ce bactérie-là, il a tué ce type de streptococcus. Mais on a découvert aussi que les sujets affectés par le lugdunensis qui produisaient un poison, c'est-à-dire la lugdunine létale pour le Staphylococcus doré, ceux qui hébergeaient dans ce bactérie-là ne tombaient pas malades, jamais. Donc le risque de mourir par infection de Staphylococcus doré et dans le nez, le lugdunensis est 0,059. Le risque de mourir si on n'a pas le lugdunensis est 0,347, c'est-à-dire 8 fois plus. Donc, c'est une démonstration pour laquelle quelqu'un est 8 fois plus protégé par rapport aux autres, tout simplement parce qu'ils ont un bactérie particulier. Alors, l'idée est de prendre ce bactérie et le semer dans les nez des patients parce qu'il va protéger les patients. S'il n'y a pas de l'aureus, il ne produit pas du poison. Il le produit seulement s'il y a l'aureus dans le patient. Donc, c'est scientifique concluait le travail en suggérant que les conseils du probiotique, que le 90 pour vous a déjà et concerne l'intestin, il devrait être partagés à autres sites qui ne sont pas l'intestin, par exemple le nez. Ils ont étudié les compétitions dans le nez, mais pas pour la rhume, qui est le premier au monde qui a montré à la communauté scientifique la possibilité d'exploiter les compétitions naturelles de destruction médiée qui a été le premier qui a découvert ce mécanisme-là.
Il était une Australienne qui vit en Nouvelle-Zélande, John Tagg, c'est Tagg qui a réfléchi sur certains enfants qui ont toujours des infections pharyngo-tonsillaires et sont affectés par les Streptococcus pyogenes. Et alors, il se demande pourquoi il y a certains enfants qui tombent malades beaucoup plus par rapport aux autres. Et la médecine spécialisée dirait que la cause, c'est dans le système immunitaire. Et moi, que je suis immunologue, je dis que c'est une bêtise. Il s'agit d'un microbiote différent présent dans la gorge. C'est-à-dire certains enfants naissent qu'un certain pathogène dans la gorge. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ce type de défense-là. Et il voulait démontrer juste cela. Et il a demandé à la communauté scientifique de la Nouvelle-Zélande de faire cette expérimentation, de prendre le tampon à 780 enfants de l'école primaire. Puis il a pris une plaque de couture et il a semé le tampon de ses enfants et de l'autre côté de la plaque, il a semé les streptococcus, c'est-à-dire celui qui provoque le mal à la gorge aux enfants. Alors il voulait observer comment certaines gorges de ces enfants agressaient les streptococcus. Et il a vu quelque chose de pareil. Il a vu qu'il y avait certains enfants qu'il a identifié avec le nombre 677, dont la gorge était très agressive vers la partie de la piastre où il y avait les streptococcus. Puis il y a notre groupe d'enfants, les 226, où l'agressivité de moitié de la plaque était moins évidente. Et puis les enfants 000, où les pyogènes agressaient les tampons. Et il y avait seulement 2 streptococcus à la fin de la culture. Il a fait une réflexion. Vu que j'ai identifié ces trois catégories, selon moi, les enfants que j'ai identifiés en tant que 677 par rapport aux autres qui ne sont pas 677 vont tomber malades moins. Ils vont souffrir moins de pharyngite. Et donc, en suivant ces enfants pendant les années, il a observé et démontré qu'avoir une fleur bactérienne dans le corps protège de certaines maladies. Il avoue que tous les enfants 6 et 7 tombaient malades la moitié des fois à cause du streptococcus, sans lui donner aucun médicament, seulement parce que dans l'organisme, il y avait des éléments qui lui protégeaient des infections. Donc, les chercheurs de Nature, ce que les chercheurs avaient dit, l'a souligné Tagg. Et pourquoi il a dit que certains enfants sont 677 et d'autres 62722? Cela remonte à un travail de 78, selon lequel, si je où ces étudiants a croisé tous les types de bactéries et il a mis en évidence qu'en se basant sur certains couples, il a caractérisé des bactéries. Cette diapo est une métaphore. Moi, si j'étais aveugle et si je ne savais pas comment identifier cette personne, je dirais que la société est composée par des personnes différentes et chacun représente une catégorie. Et donc, toi qui as beaucoup de muscles, je vais organiser une confrontation avec les super-héros, la personne âgée, l'enfant. Et sur la base de ce qui est gagnant, je l'identifie en tant que positive ou négative. Mais si l'on veut catégoriser les bactéries, je les associe en représentant de chaque catégorie. Si le gagnant, je crée une charge positive, ou s'il perd, je l'associe à une charge négative.
C'est-à-dire que cette catégorie les tue tous. Et la chose la plus innovative, pensez s'il y a une bactérie qui n'est pas dangereuse pour l'homme et s'il est mis en relation avec l'autre bactérie, il les tue tous. Ceci est une plaque un peu plus facile à comprendre avec la diapo précédente. Vous pouvez voir que la souche P5, tous les 9 types qui caractérisent un être humain, c'est-à-dire 9 indicateurs de Streptococcus, c'est-à-dire 9 types de Streptococcus différents qui peuvent être dangereux pour l'être humain. Et ce type de bactéries les tue tous. Donc, on a identifié un algorithme 777 qui était l'algorithme identifiant une bactérie qui tue tous les similaires. Dans ce travail, il en a trouvé 32 bactéries qui tuaient tous les autres. Mais il n'a rien fait en termes de médecine parce qu'il était tout pathogène. Ce sont des Streptococcus sérotype A, pathogènes et dangereux pour l'homme, mais les autres sérotypes n'avaient aucun algorithme 777. Il en a trouvé 32 parmi les dangereux. Mais l'idée, c'était correcte parce que l'idée successive était d'essayer à trouver un pathogène pas dangereux pour l'homme qui soit 777. Et il l'a trouvé en 2001 dans un enfant de 5 ans qui était aux écoles primaires. Il a continué à prendre tampon des gorges des enfants pour essayer à trouver un Streptococcus pas dangereux pour l'homme. Et il a trouvé le Streptococcus salivarius, c'est-à-dire les 80% des gorges de chacun est plein en Streptococcus salivarius, l'espèce bactérienne la plus commune dans les bouches des personnes, la cavité orale des personnes. Une bactérie très simple qui n'a pas de caractéristiques spéciales, mais dans ces enfants en particulier, un type de salivarius spécial, K12, était un algorithme 777. Il a trouvé en 2001 un non pathogène qui tuait tous les types de pyogènes dangereux pour l'homme. Et il arrivait à les tuer parce qu'il se cerne de produits de poison, c'est-à-dire la salivaricine des salivarius. Elles sont identifiées en tant que A2 et B. Et ces deux poisons arrivent à tuer tous les pyogènes du monde. Et je vous montre ce que veut dire tuer. C'est une plaque où j'ai marqué le Streptococcus pyogenes. Et je fais tomber une goutte d'alcool. Eh bien, l'alcool provoque cette tache-là, ce trou-là. Puis, je y mets du bétadine, j'attends des demi-heure et j'ai un trou sur la plaque. Mais observez ce qui se passe dans un miliaire lorsque j'utilise les K12. Les cellules de K12 augmentent, produisent du poison qui tue les autres. Et ces souches K12 est particulièrement agressive. Et il mange plus vitement du pyogène. Et donc, il ne le tue pas, il provoque des femmes. On fait donc un autre test de killing. Celle-ci est une plaque où il y a le souche K12 verticalement. Je le laisse croître pour un peu de temps, puis je le tue parce que je l'ai tué. Puis je prends les pyogènes pathénogènes pour l'être humain et je les sème horizontalement. Et il croît, sauf là où il y avait les K12. Il n'arrive pas à croître là parce que quand il est mort, il a laissé des poisons. Il a laissé des poisons qui rendent inconciliable la vie de tous les types de pyogènes pour l'être humain. Et si vous avez compris cela, vous devriez avoir l'idée. Mais, par exemple, les personnes qui n'ont pas de chance et souffrent de mal à la gorge n'ont pas ce type de pathogène-là. On peut essayer
avec quelqu'un qui souffre de mal à la gorge. On l'a fait pour la première fois en Italie en 2012 dans Expert Opinion, l'un des plus importants journaux de ce type-là. On a enrôlé 40 adultes qui avaient toujours infection par Streptococcus au moins 4 fois par année. Donc, chacun d'entre eux avait pris 4 fois pendant l'année des antibiotiques. Et l'hôpital les a divisés en 2 groupes différents. Il en a suivi un de façon normale et l'autre groupe, et l'hôpital lui a administré les souches K12. Et ce qui s'est passé est que les personnes traitées avec le souche K12 sont tombées malades 83,7% fois 2 mois par rapport aux autres. Après quelques mois qu'on a administré ce bactérie, les médecins ont décidé de bloquer l'administration pour voir combien ils pouvaient, dans quelle façon ils pouvaient protéger les mêmes personnes sans lui administrer les médicaments. Et donc, les personnes, dans les 6 mois successifs, ont été protégées par rapport au groupe qui n'a eu cette administration beaucoup plus. Moi, je viens de Torino, j'étudie au Morinette, un hôpital très important à Torino. Et je lui ai proposé cette recherche. On a regroupé quelques 100 enfants et sur un groupe de 41 enfants qui souffraient de streptococcus, on lui a administré la souche K12 et les enfants sont tombés malades 92% moins. Et lorsqu'on a interrompu le traitement, très difficile parce que parmi les 41 mères qui avaient dit oui au traitement, seulement 6 ont accepté d'interrompre ce traitement. Parce que les mères ne voulaient pas que leurs enfants n'étaient pas suivis par les médecins. Et on avoue que dans les enfants qui restaient, la protection était très haute aussi. Peut-être qu'il y a seulement moi qui vous dis qu'il y a les salivaricines, mais non, parce que la médecine connaît ce sujet. Alors, c'est un travail de 2014, Frontiers in Microbiology, qui parle de l'activité antibactérienne des bactériocines, en proposant un développement rapide en ce qui concerne les aliments, parce que je pourrais mettre les bactéries dans n'importe quel type de nourriture ou je peux les utiliser en tant que médicaments. La médecine connaît le sujet, mais il n'est pas simple d'en trouver. Vous avez vu que John Tagg est arrivé dans 30 années. Donc, on peut représenter la conception de bactéries qui peuvent tuer un bactérien dangereux plus ou moins comme ça. Ici, il y a une souche de lactobacilles qui tue des bactéries similaires. Ils ont la propriété de produire du poison. Mais chacun d'entre nous a quelque chose de pareil, mais on ne le sait pas tout simplement. Ici, on a une plaque de couture de sel qui est allaitée au sein, dans laquelle on plaque des enterococcus, un autre type qui se trouve dans l'intestin des personnes saines. On a vu mieux chaque point qui est une colonie de bactéries. Il y en a 3. Il y a 3 points qui sont en train de tuer l'air similaire. Il y a un désert autour de ces 3 groupes. Il ne servait à rien de prélever ces bactéries parce qu'il tue les bactéries pathogènes. Il doit être capable de tuer les autres bactéries pathogènes et leurs poisons doivent agir seulement contre les pathogènes. Alors vous voyez que ce mécanisme, je vais te tuer de façon à manger,
n'est pas singulaire parce qu'il y en a beaucoup dans la plaque, mais il est difficile de trouver ce que l'on peut utiliser. On a seulement vu une zone de morte. C'est une image que j'ai prise à Saint-Pétersbourg en 2011 des Streptococcus agalactiae, c'est-à-dire les Streptococcus qui se trouvent dans la zone vagino-rectale des femmes, qui ne sont pas dangereux. Mais si la femme doit partir, si la femme doit raconter, alors il est dangereux de voir ce type de Streptococcus. Et si elle accouche en ayant ce type de Streptococcus, alors son enfant aura ce type de pathologie. Mais alors, si l'on prend les bactériocines qui sont létales pour la lactie de la zone vaginorectale de l'enfant, on le met au bout de la plaque de couture. On attend quelques secondes et on voit ce qui se passe au Streptococcus. Et on voit qu'il y en a certains qui sont explosés. Ils sont morts. Et ils vont tout mourir. Et c'est pour cela, comme cela, parce que les bactéricides créent des trucs. Je vous montre un diapo où l'on peut voir des trous. Ce sont des salivaricines neufs dans le diapo. Et cette première photo a été prise 30 secondes avant la deuxième. La bactéricine a frappé et a perforé les bactéries. Le deuxième a explosé. Et il y a seulement des parties de bactéries qui sont restées. Ils explosent, font exploser les membranes. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à ce moment-là va rappeler le concept d'antibiotique. L'antibiotique, ce n'est pas trop différent par rapport aux bactériocines. Alors, on veut dire, quelle est la différence entre bactériocines et antibiotiques? Bactériocines qu'on n'utilise pas, mais elles existent. Et surtout, pourquoi les antibiotiques sont bons, mais ils tuent n'importe quelque chose? Les bactériocines ont la capacité de tuer seulement peu d'espèces bactériennes. Alors, pour mieux comprendre ça, sous le mot antibiotique et bactériocine, j'ai listé leurs caractéristiques. Alors, l'antibiotique est un métabolite secondaire, c'est-à-dire qu'à partir de métabolites primaires, le monde bactérien métabolise ça. Mais c'est la même chose pour la bactériocine, donc il n'y a pas de différence. Les antibiotiques sont à structure de protéines protéiques, tandis que les bactériocines sont tous à structure protéique. C'est là une première différence. Les antibiotiques travaillent dans la perception du quorum, c'est-à-dire la compte. Si on était habile, on pouvait tout d'un coup nous compter. Mais les bactéries ne font pas comme ça. Ils n'arrivent pas à se voir ou à se toucher. Mais quand ils veulent agresser notre, ils le font après une compte. Et donc, c'est comme ça qu'ils font les biofilms sur les cathéters. Seulement, ils le font seulement après la compte. La perception de combien on y est. Le quorum, c'est pas interprété comme quelque chose de physique. Et donc, sur ce point, il n'y a pas de différence. En outre, ils ont un rôle antibiotique. Les antibiotiques sont un spectre ample, tandis que les bactériocines sont un spectre étroit. La bactériocine fonctionne seulement contre une bactérie de l'œsophage, tandis que l'antibiotique va désinfecter n'importe quelle surface. Et cela m'aide à comprendre qui a fait quoi en termes d'évolution, qui a évolué quoi. Pour mieux le comprendre, on doit réfléchir en nous rappelant que les premiers habitants de la Terre sont les bactéries.
il y a 3 milliards d'années, il existait déjà. Il n'y avait pas de plantes ou d'animaux, mais seulement il y a un milliard d'années. Parce que la division entre bactéries et animaux s'est passée seulement il y a 60 milliards d'années. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il y avait juste les bactéries. Donc, il n'y a pas les environnements. Il existe un seul environnement, un seul habitat. Puis, la Terre s'est évoluée. Elle est devenue la planète que nous connaissons. Mais l'habitat est par exemple la vagine d'une carpe. La foglia del tabacco, sono ambienti diversi. Il batterio che sta sulla foglia del tabacco non sta sulla foglia dell'acero, perché sono ambienti diversi. Allora, quando nascono quindi tutti gli ambienti diversi, c'è necessità di non sprecare le munizioni. Io a batterio abiterò sempre solo la pelle di uno scoiattolo. Quindi mi serve avere un'arma che uccide il batterio che sta nell'intestino di un maiale? No, perché i due ambienti non verranno mai a contatto. Parce que les deux environnements se nichent et donc la molécule devient spécifique pour cet habitat. Cela signifie que les antibiotiques se sont évolués, se sont métamorphosés dans les bactéricines indépendamment de l'habitat. Donc quand on a spécifié les habitats, ils se sont métamorphosés en bactéricines. Donc il est utile pour moi de les connaître. Je ne suis pas intéressée à un antibiotique qui stérilise de la tête aux pieds, mais ceux qui stérilisent chez le vagin. Donc, la bactéricine est beaucoup plus spécialisée qu'un antibiotique. Une autre différence essentielle, c'est que les antibiotiques ont une structure protéique, mais pas seulement protéique. Si je veux mesurer l'analogie génétique entre ces protéines et d'autres protéines bactériennes, je trouve qu'il y a une forte comparaison entre ces bactéries qui encouragent l'accouplement, qui ont des rapports sexuels. Chez l'homme, il s'agit d'un accouplement impliquant le désir. Nous faisons des enfants où on a mélangé l'ADN de la mère et du père. À travers un transfert horizontal, des fragments d'ADN sont transférés et par la suite, ils sont plus voués à l'évolution. Donc, cette structure évoque les bactéricines. Et donc, les bactéricines se sont métamorphosées d'une protéine sexuée chez les animaux. Donc, il est curieux d'analyser cette perception du quorum. Vous pouvez le voir qu'ils le font en employant les antibiotiques et les bactéricines. Donc, qu'est-ce que cette perception du quorum? C'est un acte décisionnel de la communauté bactérienne pour atteindre un objectif. Voilà la gorge. Il y a 2 streptocoques. Je pourrais dire que cet enfant est un porteur, mais si je fais le tampon, je le trouve. Si je fais un tampon dans un vagin d'une femme, je le trouve. Ces candidats, étant donné l'infection n'arrive pas à s'étendre et à atteindre un nombre suffisant à agresser l'hôte. Donc, il y a ces bactérocines qui se comptent entre elles mutuellement. Si je suis tout seul, si je trouve 4 bactérocines, cela veut dire que l'on est à 4. Donc, quand je vois que nous sommes en force, à l'unisson, ils crient à l'attaque et transforme la colonisation comme s'il s'agissait d'une infection. Donc, ce qui change, c'est que ce sont les facteurs de virulence qui changent. J'ai le pistolet pour agresser et je ne dois pas tirer par hasard. Quand on est beaucoup, ce sont les facteurs de virulence qui sont activés ou désactivés
mais il n'est pas utile d'agresser. Voilà la perception de quorum. La bactéricine qui a fait l'objet de plusieurs études est celle qui fait partie des bactéries gram-positifs, comme les antibiotiques, ce qui est un peu rigolo parce qu'il évoque le fait que les antibiotiques pouvaient être décrits en 2 mots. Il s'agit d'un grand groupe de bactériocines dont la structure est caractérisée par la présence d'un acide aminé qui s'appelle l'anthionine. Donc, les bactériocines contenant la lanthionine s'appellent l'antibiotique parce qu'ils contiennent la lanthionine. La lanthionine, dont le mécanisme est très intéressant, ils vont chercher la bactérie cible qui s'appelle 2L alanine. Vous voyez les torsions liées à la présence de la lanthionine qui crée ces boucles. Voilà cette bactériocine qui cherche sur la paroi de la bactérie, le lipide 2, il se polymérise et crée un trou. Et ce trou sera l'origine du cytoplasme bactérien et la bactérie va exploser. Voilà les photos que je viens de vous montrer, la bactérie qui explose parce que des trous se créent. La bactériocine utilise de l'emploi pour faire ce socle. Et il y a un terrain qui est chargé de bactéries négatives. L'autre domaine qui n'a pas de charge électrique a le temps de scanner et de créer ce socle et en perforant la bactérie. Il y a pas mal de bactériocines, mais il y a des bactériocines qui ne perforent pas la bactérie et donc empêchent la bactérie de créer une paroi résistante. Si la paroi est mince, ils vont survivre, comme dans ce cas-là, c'est-à-dire l'éviction de la membrane de la paroi. La bactérie que l'Australienne avait été implantée dans la gorge et qui l'a empêché l'infection du septocoque, l'un de ces poisons empêche cette chose-là sur la plaque de culture, c'est-à-dire la culture n'arrive pas à créer la paroi de la bactérie et donc les bactéries vont mourir parce qu'ils n'ont pas de protection. Donc, la souche que j'ai employée, K12, produit 2 bactéries. On a 2 souches qui ne produisent qu'une seule bactériocine. Il y en a quelqu'un qui en produisent plus d'une bactériocine. Vous voyez des streptocoques salivaires. Vous pouvez voir qu'il y en a d'aucuns qui en produisent des bactériocines et d'autres qui ne le font pas, et d'autres qui en font une seulement, et d'autres qui en produisent 3. On en a trouvé 3 souches qui sont capables de faire 4 bactériocines. Il est important de privilégier une bactérie par rapport à d'autres. Cela pourrait avoir à faire avec la spécificité. Cette souche T136 a été identifiée qui fait 2 bactériocines. Elle fait l'interleucine B et l'interleucine A. Donc, quel est l'aspect intéressant? Le clone qui ne produit pas de poison, cultivé avec une souche pathogène, ne le tue pas. Tandis que le clone qui ne fait qu'une bactériocine, au début, le tue, mais par la suite, il est conquis par d'autres. Et l'autre clone, au début, le tue, vous voyez B, mais après, il s'enfuit. L'autre arrive à se sauver. Le clone qui en produit 2 le tue complètement. Donc, produire plus de bactériocines crée des synergies importantes. Où peut-on trouver ces fragments d'ADN qui produisent ces poisons? Ils se trouvent sur les parois, dans le cytoplasme de la bactérie. Il y a 2 endroits, c'est-à-dire une localisation plasmidique et chromosomique. Je vous fais un exemple
exemple d'une autre souche, souche M18. Il produit beaucoup de bactériocines, chromosomes et plasmidines. Il est très répandu, mais au Japon et aux États-Unis sont employés. Ils sont employés pour prévenir les caries. Et donc, je peux employer l'M18 pour empêcher la formation de caries. Naturellement, on fait comme ça. Il tue le mutans parce qu'il produit 4 poisons. Il le fait à partir d'un gène chromosomial. Les autres 3, qui s'appellent A2, 9 et MPS, et le fait à partir d'un plasmide. Donc, il a les 2 options à sa disposition. L'autre question qui devrait être spontanée, mais pourquoi une bactériocine ne va pas mourir à cause de la souche productrice? Donc, pourquoi le producteur du poison ne meurt-il pas? Il ne le fait pas parce qu'il y a le facteur immunité. Vous pouvez voir, il s'agit d'une pédiocine, c'est-à-dire pied de porc, qui est employé par les voleurs pour ouvrir les portes. Et en effet, il essaye de séparer ces portes et quand il arrive à le faire, il perfore la cellule et le cytoplasme s'en sort et la bactérie meurt. Donc, est-ce que cette paroi peut se trouver même dans le bacteur chilaire? Oui, on peut le trouver. La bactérie décide de produire la poison et de produire le facteur immunité. Les 2 vont émerger du cytoplasme cellulaire. Il monte et après, le poison devra être expulsé par la bactérie, tandis que le facteur de l'immunité doit suivre un parcours plus court. Il doit s'arrêter dans le domaine à l'intérieur de la membrane. Donc, c'est pas lui qui va décider je suis le bon, tu es le mauvais. Il va essayer de franchir cet obstacle grâce au facteur immunité. Cela fonctionne parce que le parcours est plus bref et le facteur immunité aura la moitié du parcours à faire et il va boucher le trou potentiel. Voilà, les bactéries produisent les bactériocines et au passage excluent les Escherichia coli. Les bactéricines ne meurent pas parce qu'ils ont ce facteur immunité. Cela veut dire qu'il y a des personnes ayant des pistolets et d'autres qui n'ont pas le pistolet. Et donc, il y a des personnes qui agressent et d'autres qui ne le font pas. Donc, ceux qui n'ont pas les pistolets sont agressifs. Donc, pourquoi pas tout le monde est doté de pistolets? Et ce n'est pas comme ça. Si je vais analyser la population de bactéries, je vais trouver ceux qui produisent les bactériocines et qui sont également immunes. Je vais trouver les bactéries résistantes qui ont perdu le poison, qui ont gardé l'immunité. Et je vais trouver les bactéries qui sont sensibles. C'est-à-dire, si tu emploies la bactériocine, ils vont mourir. Cela est très désavantageux de savoir ce mécanisme. Si une colonie n'est pas perturbée par un anémie, un pyogène dans la gorge d'un enfant, le producteur de l'immunité a le plasmide, la bactériocine qui produit l'immunité, et il y a d'autres qui ont perdu la bactériocine et gardent l'immunité. Il y a les sensibles qui ont tout perdu. Cela a un coût du point de vue de l'argent qui est dépensé. Il va de soi que si j'emploie beaucoup d'armes, je suis plus protégé que vous. Donc, il n'y a aucun avantage à employer beaucoup d'armes pour aller faire des courses. Je ne vais plus vivre tranquillement, je suis en perdant. Donc, Sans perturbation. Il n'est pas utile d'avoir toutes ces armes sur soi.
Donc, on a ces trois situations à la fois. J'ai inventé le jeu chinois des ciseaux, de la pierre et du papier parce que le producteur qui est immune va vaincre avec le sensible grâce au poison, mais il perd avec le résistant parce que son poison ne va pas tuer l'autre. Cela veut dire que les bactéries sont gardées dans une situation d'équilibre sans perturbation. Je peux avoir 25% des souches qui produisent l'immunité. Et en effet, les essais ont démontré que cela est vrai. S'il y a une guerre, les choses changent. On devient presque tous des producteurs de l'immunité parce que toutes les souches de l'immunité ont la tendance à transférer le plasmide aux autres. Et donc, la colonie des producteurs immunes s'étend. Les bactériocines peuvent-elles induire de la résistance ou pas? Et alors, on peut dire qu'il faut se trouver dans la situation de les employer beaucoup moins. On pourrait avoir une pression anthropique inférieure. Effectivement, les auteurs parlent d'inquiétude. Donc, il faut employer les bactériocines, mais il y aura la résistance aux bactériocines également. On peut approfondir. Oui, il y a une seule bactériocine qui est employée telle qu'elle. Cette bactériocine s'appelle nysine. Et la nysine a déterminé des résistances. Donc, si l'on emploie la bactériocine comme nous employons l'antibiotique, c'est-à-dire on le vaporise dans la gorge, dans le temps, l'évolution bactérienne va produire des résistances envers la bactériocine également. L'homme n'a pas créé les antibiotiques. L'antibiotique sont créés par les champignons. L'homme a identifié la résistance aux antibiotiques. Nous avons employé les antibiotiques en zootechnie. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas la résistance aux bactériocines. Donc, on peut créer la bactériocine également. Donc, quelle est la stratégie gagnante? Ce n'est pas d'employer les bactériocines parce qu'il s'agit également d'antibiotiques. On a changé la dénomination, mais d'employer les souches qui produisent la bactériocine en laissant à eux la possibilité de choisir s'ils le faire ou pas. Parce que de la sorte, on ne va pas produire la résistance. Donc, on doit dire non aux bactériocines telles quelles, parce que cela voudrait impliquer de nouvelles substances antibiotiques à employer. A-t-on des épreuves pour le faire? Oui, on a une. La littérature, on dit de nouveau à partir du K12, donc aucune résistance aux bactériocines n'a été trouvée de par le monde, où l'on emploie le K12 qui produit ces poisons. Donc il y a la tendance à une faible perte d'activité qui ne démontre pas une résistance complète. Et j'en arrive à mes conclusions. La notion est de s'adapter à la guerre des bactéries. La communauté bactérienne se tue mutuellement et donc on peut exploiter cette capacité. Pourquoi faire? Pour prévenir les infections. Mais pourquoi cette prévention? Pourquoi je ne peux pas employer ces bactéries pour traiter? Je vais vous expliquer. L'antibiotique n'a pas besoin de coloniser. C'est une molécule qui fonctionne. Si j'emploie la bactériocine de la même fois, elle ne doit pas coloniser le tissu. Ce n'est pas facile. Je vais employer la bactériocine et la bactérie va mourir. Si je fais comme ça, je crée une communauté où les sujets plongent
plonge dans des antibiotiques et de la bactériocine, ce qui produit de la résistance. Si j'ai besoin de souches produisant de la bactériocine, ils la produisent parce qu'ils ont été colonisés. La bactérie peut le faire après qu'il s'est installé dans l'environnement. Là, il pourra proliférer et dans ces conditions-là, il pourra produire la bactériocine. Il faut trouver de la place libre. Donc, si les amygdales sont bien pleines de pyogènes et j'emploie le K12, il va produire le poison contre le pyogène. La chose est différente. Si les amygdales sont propres, l'agent pathogène va agresser parce qu'il a été colonisé. Donc, l'avantage est de l'employer comme une sorte de vaccination bactérienne de ce point de vue, mais il ne va pas produire de la résistance. Quel est le message? L'emploi prophylactique de certaines souches. L'emploi prophylactique de souches qui produisent la bactériocine chez les sujets avec un diagnostic de fréquence pathogène spécifique. Il présente toujours le streptocoque. Lui, il est le candidat idéal à ce type de traitement parce que la réduction à l'emploi d'une thérapie antibiotique pourrait être remarquablement réduite. Il y a une étude qui a été menée à Milan, à Cernusco sul Naviglio, qui a pris la souche K12 de groupes de 30 familles et dans un groupe, il a employé seulement l'antibiotique. Dans l'autre, vous employez la souche K12 et après, vous allez employer l'antibiotique. Voilà la différence entre les deux groupes. Le groupe de 30 familles avec la souche a employé 30 doses d'antibiotiques. Le groupe de 30 familles n'ayant pas employé la souche K12 a employé 900 doses. Donc, il a été réduit de 30 fois l'emploi de l'antibiotique. Merci beaucoup. Grazie, grazie. Un bellissimo applauso. Merci, merci beaucoup. Vous le voyez, on dirait un jeune homme, mais ce monsieur, en revanche, a plus de 50 ans. Et je tenais à vous le dire parce que c'est du rajeunissement à ce point-là. Un autre applaudissement. Merci.